Il y a près d'un demi-million de responsables élus en Amérique. Depuis la Maison-Blanche jusqu'aux membres de votre conseil local, les shérifs et tout le reste. Un demi-million. C'est un grand nombre. L'Amérique, c'est un grand pays, avec beaucoup de rouages, une grande machine. Le Royaume-Uni compte 20 000 responsables élus. Devinez combien d'entre eux sont musulmans. Entre 900 et 1000, ce qui représente moins de 5%. Vous savez déjà à quoi ressemble le Royaume-Uni. Seulement 5%. La proportion d'élus musulmans aux États-Unis n'est pas si grande, mais elle progresse. D'accord. Cet homme est le maire de Dearborn, dans le Michigan, Abdallah Hamoud. Écoutez-le. Bienvenue à la marche annuelle pour la justice de Dearborn. Cette marche commémore l'engagement indéfectible de l'imam Hussein envers la justice et la position qu'il a prise il y a plus de 1400 ans contre l'oppression. Allez au diable, vous et votre oppression, et votre imam dit que nous n'avons rien à voir avec ça. Les Américains ne s'intéressent pas à lui. Les Américains n'ont aucun intérêt pour cela. Mais que signifie le fait d'inviter une culture étrangère hostile qui a un ensemble de valeurs complètement différent des vôtres? Que se passe-t-il après cela? Voilà ce qui se passe après cela. Regardez ça. Je ne sais pas si ce type est musulman ou non. En fait, il l'est. C'est le premier chef musulman de Dearborn. Oui. Donc beaucoup d'Américains sont évidemment préoccupés par la chute de Dearborn et d'autres villes et cités à travers le Royaume-Uni, à travers les États-Unis. Donc ils manifestent, ce qui est leur droit constitutionnel. Manifester est tellement central dans l'identité américaine que ces gens ne pourront jamais comprendre, parce que les manifestations ne sont pas autorisées en islam. Dans un califat, si vous protestez, si vous allez contre le calife ou l'autorité, alors on doit vous couper une main et le pied opposé, ou vous pouvez être, ou vous pourriez être, crucifié. C'est le Coran, chapitre 5, verset 33. Et regardez ça. Voilà ce qui se passe quand vous invitez des gens de cultures étrangères hostiles. Je suis le chef de la police Issa Shaheen et nous sommes conscients que des individus et des groupes venant de l'extérieur de notre communauté pourraient venir à la réunion du conseil municipal de Dearborn le mardi 18 août. Nous surveillons la situation de près et nous nous coordonnons avec nos partenaires au niveau de l'État et du gouvernement fédéral. Nous avons un plan en place et vous verrez une présence accrue des policiers. Mais voici ma demande directe à nos résidents. S'il vous plaît, restez chez vous. Ces groupes qui viennent ici n'ont qu'un seul but, provoquer une réaction et attirer l'attention. Si personne ne vient pour réagir, ils n'ont rien. La chose la plus puissante que cette communauté puisse faire, c'est de refuser de leur accorder de l'attention. Si vous avez une démarche à faire auprès du conseil municipal, vous êtes les bienvenus et vous serez en sécurité. Nous nous en assurerons. Mais si vous pensez venir juste pour affronter ces gens, ne le faites pas. C'est exactement ce qu'ils veulent et cela vous met en danger. Laissez nos agents faire leur travail. Ne laissez pas une poignée d'individus haineux venus de l'extérieur définir qui nous sommes. Dearborn est plus fort que ça. Merci. Donc, il s'agit d'une manifestation prévue le 18 août. Aujourd'hui, nous sommes le 18 août, en Australie. Donc probablement que cela va se produire demain, au moment où vous regarderez cette vidéo. Mais voici ce qui s'est passé auparavant à Dearborn. Il y a une frontière ténue entre la liberté d'expression et l'incitation à l'émeute ou des choses de ce genre. Mais malheureusement, la plupart du temps, le discours de haine est aussi une forme protégée de liberté d'expression. Je prendrai cette question et je la transmettrai à notre procureur général pour voir ce qu'elle pourrait faire avec son unité des crimes haineux. Crime haineux. Vous voyez ça? Crime haineux, discours haineux, ils ont un problème avec ça. Ces gars-là sont complètement autoritaires, ce qui mène au totalitarisme. L'islam est une idéologie totalitaire. Regardez. Regardez la colère sur son visage. Pour voir s'il y a quelque chose qui peut être retenu contre ces agitateurs et provocateurs. Trouvez quelque chose. Trouvez-moi quelque chose que vous puissiez leur coller. Transformez ça en crime haineux ou quelque chose comme ça, parce que, vous savez, les discours de haine sont encore protégés au titre de la liberté d'expression par la Constitution américaine. Venez à Dearborn encore et encore. Et je peux vous dire que ce ne sera pas la dernière fois pour M. Lang. Il doit comparaître de nouveau devant le tribunal plus tard cette année. Et regardez ça. La dernière fois que Jake Lang était à Dearborn, voici ce qui est arrivé à Jake Lang. Mon Dieu. Vous voyez ça? Ce type s'appelle Abbas Abdouche, évidemment un musulman. Mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il va en fait être expulsé pour avoir commis un meurtre en 1999. Tu te rends compte? Il a commis un meurtre en 1999. Et devine où il loge, à Dearborn. Regarde-les. Pas d'émeute, pas de violence, 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 pas ça, pas de violence, Regarde ça. pas de violence, pas de violence, non,
et la vidéo s'arrête. Je parle souvent de la façon dont les gens peuvent être blessés à cause de leurs croyances ou de leur idéologie. Mais il existe un autre type de préjudice qui se produit discrètement, sans que la plupart des gens ne s'en rendent compte. Je parle de la collecte et de la vente de vos données personnelles. Et si je vous disais que votre adresse personnelle, votre email, votre numéro de téléphone et même des informations sur votre famille pourraient déjà être en ligne sans que vous le sachiez. Chaque jour, des courtiers en données et des sites web publics collectent, publient et vendent des informations personnelles. Cela peut entraîner du spam, des arnaques, des vols d'identité et même mettre votre vie privée en danger. C'est pourquoi j'aime Incogni. Il suffit de saisir votre adresse email et Incogni trouve automatiquement où vos informations personnelles sont exposées et envoie des demandes de suppression en votre nom. Le tableau de bord de l'application vous fournit des rapports détaillés montrant exactement où vos données ont été supprimées. Et avec le forfait illimité, vous pouvez aller encore plus loin. Collez simplement le lien d'un site exposant vos informations personnelles et les experts d'Incogni en protection de la vie privée s'occupent du reste, avec des suppressions sur mesure. Commencer ne prend que quelques minutes et après une autorisation unique, Incogni s'occupe du plus gros du travail à votre place. Reprenez le contrôle de votre vie privée maintenant. Utilisez mon code spécial pour bénéficier de 60% de réduction sur tout abonnement annuel Incogni, avec en plus une garantie de remboursement de 30 jours. Scannez le QR code ou cliquez sur le lien ci-dessous pour commencer à supprimer vos informations personnelles d'Internet. Ils ne peuvent pas vous nuire s'ils ne vous trouvent pas. Voilà ce qui s'est passé, les gars. Et ce policier a l'audace de dire que ces gars sont des prêcheurs de haine. Ils viennent ici pour répandre la haine. Et c'est la raison pour laquelle il leur dit en fait « Hé, chers musulmans, ne vous trahissez pas ». La raison pour laquelle je vous fais écouter ceci, c'est « Écoutez bien, ils savent ce qu'ils font. Écoutez bien, ils disent ouvertement ce qu'ils veulent faire à l'Amérique. » Nous qui vivons ici dans les pays occidentaux, une partie de notre agenda, une partie de notre, vous savez, Shari Khokukar, et Allah veut que nous fassions cela, c'est d'établir notre version des lois dans la société dans laquelle nous vivons. Cela devrait suffire. C'est de la sédition. Ce sont des propos de trahison. Regardez à quel point il parle de façon générale. Il ne parle pas seulement de l'Amérique, parce que ces types sont unis dans leur haine de l'Occident. Et c'est pour ça qu'ils soutiennent des politiciens musulmans partout. Ils vous disent ce qu'ils vont vous faire. Ils disent que dans ces pays occidentaux, nous devons appliquer la charia, notre ensemble de lois. Comment cela n'est-il pas de la sédition? Comment cela n'est-il pas un défi à la Constitution des États-Unis? Est-ce que notre objectif explicite à long terme est d'imposer nos lois au reste de la société? Si c'est le cas, quelles seront les répercussions pour les minorités vivant ici? Nous devons réfléchir à ces choses. Notre objectif ultime est de régner sur cette terre. Nos ressources. Notre objectif ultime est de régner sur ces terres, les gars. Cet homme est le plus éminent savant islamiste d'Amérique. Yassir Kadi. Nous sommes limités en tant que communauté musulmane en Amérique. Nous avons déjà peu de personnes impliquées. Je veux que les gens de cette partie du monde embrassent l'islam. Et je veux, une fois qu'ils l'auront fait, qu'ils rejoignent la grande Oumma. Évidemment, les situations de minorités musulmanes, comme nous ici en Amérique. C'est pas quelque chose que la charia nous demande de faire dans des situations de minorité, d'aspirer à un califat ou de rechercher la domination politique et de renverser le système interne par un coup d'État. Ou de faire un coup d'État. Donc, ce qu'il dit, c'est que tant que nous sommes une minorité, il n'est pas obligatoire pour nous d'établir un califat. Cependant, nous continuons à y aspirer. C'est un suicide politique. Tous ces versets existent. C'est la période mécoise. Maintenant, évidemment, pendant la période médinoise, les musulmans ont désormais le pouvoir politique. Maintenant, la question ici est de savoir si nous devons appliquer les lois de Médine dans des sociétés et des situations qui pourraient être, vous savez, plus proches de la Mecque. Donc ce qu'il dit ici, c'est que pendant les 10 premières années de l'islam, Mohammed était à la Mecque. Il était protégé par son oncle. Donc il pouvait défier les polythéistes de Quraysh, mais personne n'y prêtait attention. C'est pourquoi je pense que seulement 30 ou 40 personnes se sont converties à l'islam pendant les 10 premières années. Ensuite, il s'est enfui à Médine au milieu de la nuit, parce que son protecteur, son oncle, est mort, et il n'y avait plus personne pour le protéger. Donc, au milieu de la nuit, il s'est simplement enfui à Médine. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé le djihad violent. C'est à ce moment-là que ça a commencé. Donc c'est ce qu'on appelle la période médinoise. C'est à ce moment-là que l'islam s'est répandu de façon exponentielle.
non pas à cause de la force de son message, mais à cause de sa nature violente. C'est de cela qu'il parle. Il dit « Tant que nous sommes une minorité, c'est un très bon montage de ces différentes vidéos, parce que ces gars-là, vous savez, ils sont rusés. Ils savent qu'ils sont malins. C'est pourquoi nous devons récupérer toutes leurs vidéos séparées et les assembler ensemble. Rien. Je mets Yazir Kadi au défi de débattre avec moi si je déforme ses propos. Donc il dit « Tant que nous sommes une minorité dans la phase mécoise, vous savez, nous ne pouvons pas les défier, nous ne pouvons rien faire. Vous savez, c'est même pas obligatoire pour nous d'établir un califat. C'est pas une obligation pour nous parce que c'est ce que Muhammad a fait. Muhammad n'a pas essayé de défier le statu quo. Il prêchait simplement de façon pacifique. C'est exactement ce qu'ils font, ils prêchent pacifiquement. Donc nous allons augmenter notre nombre. Muhammad a échoué. Seulement 40 personnes se sont converties à l'islam pendant les 10 premières années. Donc eux aussi échouent. Quoi qu'ils vous racontent, malgré tous ces roux blancs qu'ils vous montrent comme convertis à l'islam, le nombre est minuscule. Cela ne va pas provoquer la chute de l'Occident. Ce n'est pas le cas. Même s'ils convertissent 10 000 personnes par an, ce n'est rien. Parce que plus de personnes quittent aussi l'islam. Nous n'avons pas les chiffres actualisés, mais la dernière enquête réalisée par Pew en 2016 disait que le nombre de personnes qui se convertissent à l'islam est le même que celui des personnes qui quittent l'islam. C'était aux États-Unis. Donc c'est la phase mecquoise en ce moment. La deuxième phase est la phase médinoise, lorsque Muhammad a commencé son djihad violent. C'est ce qu'il est en train de vous dire. Écoutez-le. Ces versets existent. C'est la phase médcoise. Maintenant, évidemment, pendant la phase médinoise, les musulmans ont désormais le pouvoir politique. Maintenant, la question ici est de savoir si nous devons appliquer les lois de Médine dans des sociétés et des situations qui pourraient être plus, vous savez, semblables à la Mecque. Eh bien, nous comprenons que dans des situations de minorité, nous ne nous faisons pas justice nous-mêmes, car les préjudices qui en résulteraient seraient bien plus importants que tout bien potentiel que vous pensez pouvoir en tirer. Je suis ici avec mon mentor, mon cher. Voyez-vous, frères et sœurs, vous devez comprendre où vous êtes et le climat, par exemple. Les 13 premières années à la Mecque, le peuple mécois. Désolé, j'ai dit 10. C'est 13 ans. Il va vous l'expliquer maintenant. Point final. Aucun verset sur le djihad. Mais ensuite, Allah a révélé après l'hégire. Combattez au nom de Dieu ceux qui vous combattent et ne transgressez pas, car Dieu n'aime pas les transgresseurs. La voix d'Allah. Donc, le principe général pendant les 13 premières années, c'est la patience. Je dis la même chose ici. La même chose ici dans ces pays. Soyons patients. Le prophète a dit, combattez les païens, combattez les koufars, avec votre langue, avec vos plumes et avec vos mains. Il y a des moments et des endroits pour différents types de djihad. Voyez, en ce moment, c'est le moment de vous en tenir au djihad par la parole. Le moment de mener le djihad par l'action viendra en temps voulu. Ma question pour vous est, pourquoi laissez-vous cela arriver? Regardez le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni est sur le point d'entrer dans la deuxième phase. Donc je pense que c'est pour cela que je crois sincèrement que tout ce qui doit arriver arrivera d'abord au Royaume-Uni, ce qui va alerter le reste du monde occidental. Donc en Australie, nous prévenons déjà les gens qu'ils arrivent. Et pourquoi changeraient-ils leur méthode? Pourquoi changeraient-ils leur méthodologie? Si cela a fonctionné au Royaume-Uni, cela va aussi fonctionner en France et en Allemagne. Ces trois pays sont très proches. En fait, l'Espagne vient d'importer 70 000 ou 80 000 hommes musulmans en âge de combattre rien que cette année. Donc, qui sait? Ça pourrait dégénérer en Espagne avant que ça n'arrive au Royaume-Uni. Mais le Royaume-Uni en est à un stade où le chaos est inévitable. Une forme de trouble civil ou même une guerre civile est inévitable, car il est trop tard pour qu'ils fassent quoi que ce soit sans payer un coût important pour leur société. Donc, disons simplement qu'un parti politique d'extrême droite l'emporte. Rupert Lowe l'emporte. Ça n'arrivera pas. Probablement que Reform va gagner. Et Reform n'a pas le cran nécessaire. Donc, ça va traîner encore pendant 5 ans. Donc, en 2034, la population musulmane aura doublé d'ici là. Actuellement, elle est à 10%. Ça pourrait atteindre 15%, 16% ou même 20% à ce moment-là. Ce qui signifie plus d'influence politique. Donc plus le Royaume-Uni tarde à procéder à la remigration, plus ce sera difficile lorsqu'ils le feront réellement. Donc à ce moment-là, quelque chose de mauvais va se produire, quoi qu'il arrive. Même si la remigration se passe pacifiquement,
Disons simplement que tous les islamistes radicaux sont expulsés. Les familles choisissent de partir avec eux. Tous les profiteurs des aides sociales sont expulsés. Seuls les bons musulmans restent, tu sais. Et on réduit leur nombre à moins de 5%. Ce qui est bien, productif. De bons musulmans. Oui, j'aime ces bons musulmans. Je ne veux pas que les bons musulmans souffrent, c'est pourquoi je dis qu'il faut agir maintenant. Ainsi, les bons musulmans ne souffrent pas. Oui. Et par bons musulmans, je ne parle pas de ceux qui ne font pas exploser de bombes, ni de ceux qui n'aiment pas les vidéos de Mohammad Hijab. Par bon musulman, j'entends celui qui ne pratique pas l'islam, celui qui ne croit pas qu'il faille prier dans la rue et à provoquer les autochtones. Celui qui est complètement intégré et assimilé, celui qui porte des vêtements occidentaux, celui qui s'en fiche, qui? Celui qui ne voit pas son identité musulmane, comme séparée de l'identité britannique plus large. C'est ma définition d'un bon musulman. Pas celui qui ne te poignarde pas, c'est la base. Personne ne devrait poignarder qui que ce soit de toute façon. Celui qui pense vraiment, ouais, c'est juste. En Grande-Bretagne, nous pouvons critiquer et nous moquer de n'importe quelle religion, y compris Mahomet. Ça, c'est un bon musulman. Et selon les sondages, 60 à 70% des musulmans pensent que le blasphème devrait être interdit par la loi. Donc vous savez, si on se base là-dessus, ça fait beaucoup d'expulsions. Mais admettons que cela arrive. La remigration a lieu en 2034. Vous allez avoir des pénuries de compétences, vous allez avoir une pénurie de médecins, et évidemment, beaucoup de Blancs ne font pas autant d'enfants. Donc, le Royaume-Uni, s'il veut préserver son identité britannique et prendre au sérieux la préservation de son histoire et de sa culture, alors il va traverser une certaine forme de chaos. D'accord, cela pourrait être violent, parce que, disons-le, la plupart des gens ne vont pas partir paisiblement. Ils sont prêts. Ils ont beaucoup d'armes. De nombreux rapports suggèrent que les Albanais ont fait passer des armes en contrebande au Royaume-Uni. Nous avons donc une vidéo de musulmans confirmant qu'ils ont des armes stockées dans leur mosquée. Écoutez ceci. C'est un policier musulman. Ils ont donc envoyé un policier musulman auprès de cette foule musulmane en colère. Et il dit, si vous avez des armes ou quoi que ce soit de ce genre, ce que je ferai, c'est que je m'en débarrasserai dans la mosquée. Et c'est ce qu'ils ont fait. Donc il est depuis longtemps admis que ces mosquées ne sont pas seulement remplies de prêcheurs radicaux, elles sont aussi pleines de djihadistes radicaux armés. Donc il est très probable qu'il y ait une forme de violence, c'est peut-être la raison pour laquelle le Royaume-Uni, le gouvernement britannique ne veut pas s'en mêler. Mais cela va arriver. Ma question est, pourquoi devons-nous en arriver là? Interdire strictement toute migration en provenance des pays musulmans, n'accueillir que les meilleurs parmi les meilleurs, et ne pas les laisser s'installer dans leur ghetto musulman. Disons qu'il y a un véritable médecin musulman. D'accord. Nous avons eu de bons médecins et chirurgiens musulmans. Un médecin musulman vraiment très qualifié et authentique arrive. Nous voulons faire venir sa famille parce qu'il va servir la communauté. Assurez-vous qu'il n'aille pas à Ilfid, qu'il n'aille pas dans un ghetto musulman. Et très probablement, s'il est bien payé, il va sans doute choisir de rester dans le quartier blanc. Mais pour une raison quelconque, si ce médecin ou chirurgien musulman a des opinions très fortes sur l'islam, Gaza et l'Occident qui bombardent les terres musulmanes, etc., désolé, reste dans ton putain de trou à rats. Reste là-bas. On n'a pas besoin de toi. Réduisez l'immigration en provenance des pays musulmans. Réduisez-la à 1% et faites venir les meilleurs parmi les meilleurs. C'est ce qui se faisait dans les années 80 et 90. C'était la norme. C'est pourquoi la plupart des immigrés aux États-Unis et en Australie étaient en fait de bonnes personnes. Ils ne créaient pas leur ghetto, mais quelque chose s'est passé au cours des 10 ou 15 dernières années. Et regardez Dearborn. Ou peut-être que c'est toujours un résultat inévitable. Même si vous faites venir un chirurgien musulman, un scientifique musulman, ces enfants vont devenir une sorte d'islamistes radicaux, parce qu'ils vont avoir du mal. Parce que lorsqu'ils verront des bars gays, lorsqu'ils verront des boîtes de nuit, lorsqu'ils verront la mixité, quelque chose se déclenche dans leur tête. C'est à l'opposé du système de croyance avec lequel ils ont été élevés. D'accord. Donc c'est comme mélanger de l'eau et de l'huile. Peut-être tu sais quoi? Suspendez simplement. L'immigration en provenance des pays islamiques, ce n'est pas du racisme. C'est un argument culturel. Et il n'y a rien de mal à vouloir préserver son identité. Il n'y a rien de mal à cela.